Fleuron d'hier, angoisse d'aujourd'hui. Notre pays, dès le lendemain de l'indépendance, a mis le cap sur l'industrialisation. Pour ce faire, nos dirigeants ont certes compté sur la coopération internationale, mais surtout sur les atouts de la nature et l'engagement patriotique à mettre sur pied un État respecté. Dès lors, le choix du décollage économique était tout tracé. En 1960, nous étions un pays sous-développé, un pays qui n'a pas bénéficié du plan Marshall, qui n'a pas bénéficié des fonds du FIDES, le Fonds d'investissement pour le développement économique et social outre-mer de 1947-48, qui a permis à des pays côtiers, Sénégal, Guinée, Gabon, Côte d'Ivoire, Cameroun, d'avoir une certaine industrialisation. Et ces pays avaient eu 93% des investissements, tandis que les pays continentaux, Mali, Burkina, Niger, Tchad, nous avons à peine eu 7%. Pratiquement, dans tout le Mali, il y avait l'usine d'égrenage de riz de Tienfala, qui égrenait les riz de l'office du Niger à destination du Sénégal. Il y avait deux ou trois brasseries à Bamako pour faire de la bière, des boissons gazeuses. En 1960, donc, nous avions de l'arachide. Notre arachide était exporté au Sénégal. Notre beurre de karité était exporté au Sénégal. Tous nos produits, notre coton, tout était exporté, soit vers le Sénégal, soit vers la France. Et même pendant la guerre, on avait une industrie de la laine qui était notre laine, la laine du Massina, était exportée à Mazamet dans le midi de la France pour être transformée en drap, etc. C'est une des raisons pour lesquelles la Fédération du Mali a éclaté. C'était le Sénégal voulait autant que possible être la province industrielle et le Mali la province agricole. Les pays qui nous ont aidés, avec lesquels on a collaboré intimement, il y a la Russie, la Chine, la Yougoslavie. Ce sont les pays avec lesquels on a eu beaucoup de rapports. Mais cela ne veut pas dire que ça n'exclut pas l'apport des pays occidentaux, parce que la France n'a jamais lâché le Mali. L'Allemagne a toujours apporté une aide consistante au Mali. Les États-Unis étaient toujours là. Donc les grandes puissances ne sont pas parties. Tout le monde était là, chacun voulait être présent, personne ne voulait être absent. Alors donc on donnait un peu pour pouvoir justifier sa présence. Au départ, les objectifs assignés à ces unités de production étaient de donner des réponses nationales aux besoins de consommation de nos marchés. Il fallait l'industrialisation parce que pourquoi? On ne pouvait pas garder un pays uniquement, conserver un pays avec des ressources uniquement agricoles. Tout ce potentiel humain qui est là, ces élèves conformés, ces cadres conformés, il fallait leur trouver un emploi. Ces villes qui se constituaient et qui de plus en plus devenaient des centres de développement sociaux. Il fallait donner du travail à cette main-d'œuvre qui est là. Donc il fallait diversifier la main-d'œuvre, il fallait donner du travail. C'était d'abord de donner du travail à la population. C'est pour ça que donner du travail à la population, valoriser nos ressources, au lieu que les bénéfices de l'industrialisation profitent seulement aux pays importateurs, aux pays nos clients chez lesquels on exportait nos matières premières. Eh bien, nous aussi, on voulait bénéficier des impacts de nos produits économiques. Ainsi, le plan d'implantation obéissait à l'accès des matières premières, d'où l'harmonieuse localisation. La communauté s'assure pour bien de raisons. D'abord,
Et Ségou, point de vue situation géographique, il est bien fourni. C'est trop au bord du Niger. Or, la Comatex, le premier c'est qu'il faut d'abord de l'eau pour faire tourner les machines. Tout au bord du Niger. Il y avait aussi la proximité des ateliers de Markala pour l'entretien des machines et tout ça, les ateliers de Markala qui n'ont pas l'air pareil en République du Mali jusqu'à présent. Très bien organisé. À l'époque, au point de vue communication, il y avait l'aviation à Ségou. À l'époque, il y avait l'aviation ici à Ségou. Il y a la route, il y a le fleuve pour l'évacuation de machins de coton et tout ça. Et Ségou était capable de fournir suffisamment de coton pour approvisionner le machin, la Comatex sans l'intervention d'aucune autre région. La région de Ségou était fournisseur de coton. Et à nos jours, c'est la même chose. Le régime de Moribo a créé la Comatex. Il voulait que la Comatex soit un grenier industriel et un grenier d'humains. Parce qu'avec la Comatex, on avait suffisamment d'ouvriers du Mali, et ces ouvriers du Mali nous donnaient un tissu venant directement du Mali, dont la majorité des ingrédients venaient du Mali même, particulièrement le coton. Ça remonte aux années 1965, du temps du feu président Modibo Keïta. Alors à l'époque, on voulait vraiment valoriser l'élevage du Mali. Alors nous étions et demeurons d'ailleurs le premier pays exportateur d'animaux vivants du Mali. Bon, mais quand les animaux vivants partent, il y a des pertes énormes. Parce que les animaux maigrissent en chemin. Non seulement du fait de la fatigue des transports, bon, et vous savez aussi que les transports, il n'y a pas de fluidité, surtout à l'époque, il n'y avait pas de fluidité. Bon, mais il y a aussi les maladies, des maladies qui non vaincues à l'époque, telles que la trypanosomiase. Donc les animaux arrivaient à bout de souffle dans les pays de destination. Alors, donc, perte de substances pour nous-mêmes, mais même pour les pays de destination. Alors, il fallait vraiment, la solution en tout cas, c'était d'éviter ce problème-là, et puis d'abattre les animaux dès ici. Et un des avantages de cet abattage ici même, c'est aussi le fait de bénéficier, en plus d'avoir la viande saine et la viande en très bonne qualité, d'avoir aussi le 5e quartier. Le 5e quartier, c'est tout ce qui n'est pas viande rouge, quoi. Non, par exemple, les intestins, la peau, les estomacs, les cornes, les onglons, ainsi de suite. Et ça peut alimenter plein d'industries. Bon, donc nous nous sommes lancés dans cette politique-là. L'opération T, la création a démarré en 67. Avec les premières parcelles, le bloc, les 20 hectares ont été mis en place de 67 à 68, et de 68 à 69,
Le deuxième bloc qui fait 50 hectares a été mis en place. Et le troisième bloc qui fait 30 hectares a été mis en place de 69 à 70. Donc ça fait 102 hectares au total. Bon, l'usine a été inaugurée en 72. Donc j'ai fait mon stage là-bas en 72. Donc ils ont fait l'essai de fonctionnement pendant 1 an. L'inauguration a eu lieu en 74. Ça m'a trouvé là-bas déjà. Donc la capacité même de l'usine, la croisière fait 100 tonnes. Donc chaque hectare te donne 1 tonne de thé fini. Parce qu'au Mali, le rendement du thé est très élevé, plus élevé qu'en Chine même, parce qu'ils n'ont pas un rendement d'1 tonne à l'hectare en Chine. Même dans les pays africains, le rendement moyen c'est 500 kg à l'hectare, pas 1 tonne. Donc le Mali a un très bon rendement en thé. L'objectif de la création de cette usine, c'était pour mettre fin à l'importation du thé, car les régions du Nord consommaient beaucoup de thé. À l'époque, la consommation moyenne au Mali était de 600 tonnes. Voilà. Et la production de l'usine était de 100 tonnes. Donc ça fait le 6e des besoins. C'est les années 70. Dans les années 70, ça faisait le 6e des besoins nationaux. Mais plus tard, la consommation a pris l'ascenseur. Actuellement, on est autour de 50 000 tonnes par la consommation. La cimenterie, c'était un don de l'Union soviétique à l'État malien. C'était pour satisfaire les besoins de matériaux de construction au Mali. C'est à ce cas qu'on a implanté cette usine à partir de 1900. La production a commencé à partir de 1970, 1970. Mais une capacité de 50 000 tonnes. Le premier directeur général, c'était Modiké Konaré, un ingénieur chimiste. En 1970, j'ai été recruté à la SOCIMA ici, en 1970. Donc, c'est dire que j'étais dans le beau moment, d'abord, et ensuite, l'entreprise a connu des crises. Tiga kun bɛ baara yɔrɔ in na tiga o tun bɛ bɔ yen o taa tiga sabanan ma fo kita tiga ninnu bɛ ninnu ka na yan nɔ o waati la tiɲɛ na hɛrɛ tun bɛ du in kɔnɔ parce que tiga tun tɛ se ka wɔrɔ ka ma san kɔnɔ kura bɛna kɔrɔlen sɔrɔ yen bɔn o kɔnɔna an y'an t'o la ko yɔrɔ binna ko yɔrɔ binna ko yɔrɔ binna an y'an t'o la alimɔ fɛn o nana ta alimɔ nana ka na yɔrɔ ta ka insini wɛrɛ jɔ ka fara dɔ in kan k'a kɛ insini 2 ye ka yɔrɔ 2 o y'a tɔgɔ yɛlɛma kɛ c'est pomme ye a diyara ka tɛmɛ kɔrɔlen kan i y'a faamu yɔrɔ diyara ka tɛmɛ kɔrɔlen kan k'a kɛ hɛrɛ ye fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ a la kulukɔrɔ dafɛ mɔgɔ ninnu bɛɛ balo k'u bɔ yɔrɔ in na parce que o tun bɛ tiga fiyɛ ka tigafaraw fili kɔfɛ musow bɛ na tile ka o tigafara tɛntɛn ka misɛnmaninw bɔ a la ka kɛ safunɛ ye bɛɛ ka dahirimɛ sɔrɔ a la bɔn an y'an to o kɔnɔna na o nana ko tiga fana kɛra fɛn fasɔn dɔ ye ko k'a na ni kɔɔri ye o nana ni kɔɔri ye k'a yɛlɛma k'a kɛ i koma ye. Il a commencé par le commerce à Conakry, au temps de Sékou. Après, en 1963, il est rentré. Il a créé le bon marché de la place. De là-bas, il avait l'envie de faire l'industrie. Parce qu'il a commencé par ce qu'on appelle les babis glacés, les sucettes. Il y a un Libanais qui rentrait, qui a cédé une petite industrie de sucettes. Il commençait à vendre ça aussi. C'est à partir de là qu'il a eu l'idée de faire l'industrie. Mais il était bloqué un peu d'abord par le parti État, c'était le socialisme. Donc c'est après les événements de 68. Je crois qu'il avait déjà fait le dossier. Après les événements de 68, il a engagé le dossier et puis ça a été accordé. Donc c'est moment qu'il a commencé les 2 activités. L'usine a été créée en 70 avec l'eau de Javel. Après, il y a eu la vinaigrerie. Et puis, il y a eu beaucoup d'autres choses. Les plastiques, les savons, les tuyaux PVC. Il
les sacs emballage, les sacs pour les sacs en polypro. Il y a eu l'usine de coton. On avait une dizaine d'unités et puis au moins 500 personnes qui travaillaient. Il est à noter que l'objectif des autorités de la Première République, initiatrice en grande partie de ces unités, était de mettre les forces vives au travail, afin que chacun, selon son milieu et sa vocation, participe à la construction nationale. L'Union soudanaise et RDA était pour tous les pays qui étaient en lutte contre le colonialisme, d'une manière ou d'une autre. C'est ça qui explique d'ailleurs les relations de la Chine, à nos jours. La construction du barrage, la construction de beaucoup de tout ça, c'est un souvenir de ce que le Mali a été pour la Chine au bord du colonialisme. Dans leur lutte Tout est construit à partir de zéro. Ça, nous avons des témoignages. Par exemple, nous avons un petit cimetière là. Là-bas, il y a 2 experts chinois qui ont perdu la vie pour la construction de ces entreprises. Ainsi, nous conservons des tombeaux pour nos 2 camarades. C'est une preuve pour montrer qu'au début de la construction, c'était en course, la vie était très dure, les conditions étaient très très dures. L'entreprise a été initiée, construite entièrement par un financement de la Chine au lendemain de l'indépendance. La production débute vers les années 1965 et puis la gestion évolue toujours sous une forme ou d'une autre de coopération sino-malienne. Grosso modo, le secret de longévité de cette entreprise, c'est plutôt la coopération sino-malienne que les 2 compétences travaillent dans cette entreprise. À chaque période de son évolution, on trouve toujours une forme de coopération. Par exemple, le début de l'entreprise, depuis le début, on était travaillé dans une coopération de l'assistance technique. Et puis de l'assistance technique, on entre dans une formule de cogestion. Les 2 entreprises cogèrent ensemble, côte à côte, cette entreprise. Et puis avec la privatisation, c'est-à-dire depuis la création de nouvelles entreprises SA, nous trouvons aussi une forme de coopération dite de l'économie mixte. Parce qu'en 1994, l'État malien a décidé de privatiser cette entreprise. Ainsi, le gouvernement chinois prend la majorité des actions de cette entreprise. Combien? 80%. 80%. Actuellement, c'est le gouvernement chinois détient 80% de cette entreprise. Le reste 20%, toujours pour le gouvernement malien. Djamou, on l'appelait la capitale du ciment. Cela était la fierté de l'arrondissement, l'ex-arrondissement de Djamou, du cercle des Cailles même du Mali. Parce que la Socima n'a pas été implantée ici pour faire des bénéfices au début. Ce n'était pas la politique du gouvernement de l'époque. Ils ont implanté la cimenterie uniquement pour résoudre les problèmes sociaux, la réduction du taux de chômage, diminuer l'exode des jeunes et permettre aux Maliens de pouvoir construire en ciment. En étant ancien travailleur du service du personnel, les travailleurs étaient payés par mois. L'association payait aux travailleurs 12, 13, 14 millions de francs par mois. Pour 300 et quelques travailleurs. Il y avait les temporaires, les contractuels qu'on prenait. Le salaire, bon, à cette époque, on ne se plaignait pas. Jusqu'en 1991, avant la dévaluation, on ne se plaignait pas. Donc, les gens vivaient bien. La vie était presque, je peux dire que la vie était belle pour les travailleurs et même pour tous les villages qui entouraient l'usine.
Si vous partez voir la cité ouvrière, c'était rempli de jeunes. Il y avait l'argent, il y avait l'orchestre, il y avait des équipes de foot, il y avait la troupe théâtrale. Les activités étaient là. Les gens ne se plaignaient pas. Il fallait au préalable engager tous les jeunes qui ne travaillaient pas, qui ne faisaient que vagabonder dans le groupe. Et on a commencé par Ségou. Nous avons commencé par recruter nos jeunes. C'est eux qui étaient en majorité là-bas sur la Comatex. En majorité. Et c'était aussi le souci du gouvernement, de Modibo Keïta, d'absorber la jeunesse qui ne travaillait pas, etc. Il fallait commencer par là. Mais la place dans l'économie nationale, elle est très grande. Comment elle est très grande, l'économie de Ségou, depuis sa création jusqu'ici. Et la preuve, chaque fois qu'il y a des votes, il y a ces choses, etc., n'est-ce pas, tous les machins s'approvisionnent ici. Ici, les femmes s'approvisionnent ici quand ils ont des grandes manifestations, etc. Les shorts, les machins, tout se fait ici, à la Comatex. Et c'est une usine qui est très, très, très bien organisée, qui fait de très beaux tissus, et qui a une influence nationale très grande. Le salaire pour 4000 travailleurs, ça compte. Alors quand les gens comme ça sont payés, ça se sent sur le marché, etc. Alors donc les fins de mois chez Ségou ici étaient des fins de mois très remarquées, parce qu'on faisait tous les plans de développement en attendant la solde des travailleurs de la Comatex. Alors chaque fois qu'il y avait fin de mois, c'était la fête partout dans le village. C'était important. Ces industries ont fait la fierté du pays. Il est aussi vrai qu'elles avaient donné de l'espoir à la nation. En grande partie, nous avons réussi à former beaucoup d'usines, à faire des bateaux, la navigation, à assurer l'indépendance de la navigation, grâce aux Allemands d'ailleurs. La Comanave, on a réussi les transports à l'indépendance quand il y a eu le blocus de Dakar après l'éclatement de la Fédération du Mali. Eh bien, les Allemands ont donné de l'argent pour acheter 325 camions croupes qui ont assuré le ravitaillement du Mali, qui ont assuré le transport des produits maliens de Bamako au port d'Abidjan, aller-retour. Alors là, sans cela, le Mali aurait été asphyxié. Au nombre de ces industries phares d'hier, nous avons choisi de revisiter la Socima SA de Diamou, l'ex-CEPOM, aujourd'hui Icoma à Koulikoro, l'usine de thé de Farako à Sikasso, la Comatex à Ségou, les abattoirs frigorifiques de Bamako et les usines Sada Diallo. En remontant l'histoire, beaucoup de ces noms mythiques ont cessé de ronronner pendant que d'autres vivent la cure de la privatisation avec des fortunes diverses. Mais la question que l'on se pose aujourd'hui, pourquoi tant d'ennuis? Est-ce à cause de la lourdeur de l'héritage et ou aux défaillances de leur planification? Les vieilles sociétés qui ont été privatisées, qui ont été liquidées, qui ont été vendues, je dirais qu'il y avait des sociétés bel et bien rentables qui ne devaient pas quand même aller à la liquidation. Tel que mon unité agricole qui est Farako. Farako, en octobre 83, a été liquidé, mais Farako était une boîte qui était bel et bien rentable. Pourquoi je le dis? De 1974 jusqu'au 31 octobre, Farako
la production de Faraco pouvait payer ses travailleurs, les cadres de l'État qui étaient là, qui étaient payés sur le budget de l'État. Ces 36 cadres étaient quand même en retard de salaire de 6 mois, de 7 mois. Et ces mêmes cadres étaient toujours payés par la femme de Faraco, avec la production du Faraco. Une production une unité qui arrive quand même à payer ses travailleurs et ses cadres. De 74 jusqu'à... Et on dit que cette bande n'est pas rentable. L'usine vraiment a fait son beau temps. La faillite de l'usine, ce sont des raisons techniques. Je dirais que c'est la mauvaise gestion tout simplement. J'ai vécu tous les 2 temps de privatisation. C'est-à-dire la privatisation avec la CMDT et la privatisation avec l'actuel promoteur. Donc, je dirais qu'il y a des raisons techniques, il y a des raisons de gestion. Il faut que l'usine est partie en faillite. Les raisons techniques, c'est parce qu'il faut tenir compte de la vie de la machine. Si les machines sont vieilles, ne sont pas changées, ne sont pas remplacées, tant que nous travaillons avec la vieillerie, ce sont ces vieilles-là qui font, au lieu que ça soit rentable, nous revenons à la caisse de départ. Les ouvriers qui sont là, les opérateurs qui sont là, qui font maintenance ou production sur le métier, on les a tous recrutés dans la rue pratiquement, si on les dirait comme ça. Mais c'est des gens qui n'ont pratiquement pas de niveau d'instruction possible scolaire. Alors, une fois les recrutés dans les ateliers, nous avons des anciens ouvriers qui avaient été là depuis les années 60, depuis le démarrage, qui ont été formés par les Chinois eux-mêmes. Donc c'est eux qui les prennent en charge en termes de formation et ça dure longtemps. Au bout de 2 ans, 3 ans, ça ne suffit pas pour un bon ouvrier qualifié. Il faut beaucoup de temps, une dizaine d'années pour qu'il soit qualifié. Dans un groupe, si on arrivait à avoir 2 ou 3 personnes suffisamment qualifiées, accompagne les nouveaux recrues au fur et à mesure que leur formation continue, au fur et à mesure que ces gens-là acquièrent du niveau. C'est comme ça qu'on fait. Ça a toujours été ainsi. Présentement, toutes les machines qui datent de 66 n'ont plus leur pied de chance sur le marché. Donc nous sommes obligés maintenant, chaque année nous avons une bonne de commande qui consiste à acheter tout ce dont on a besoin en Chine pour les mettre ici en stockage. Mais malheureusement pour nous maintenant, les machines qui datent de 1970 n'ont plus leur pied de chance sur le marché. Donc nous faisons tant que nous pouvons transformer, changer, modeler même la technologie pour souvent faire fonctionner la machine. Le problème que nous avons, que le public doit être au courant, c'est un besoin d'investissement en réalité. Pour la bonne marche, il faut vraiment se moderniser, il faut vraiment mettre de l'investissement. Mais les entreprises textiles sont telles que les fonds n'y sont pas. Donc, ce que nous avons comme problème récurrent, c'est un problème réellement d'investissement et de formation des ouvriers à la base. Une entreprise qui arrive à exister pendant une 50aine d'années, on entend nous dire que l'entreprise a commencé depuis 1966 et aujourd'hui nous sommes en 2013. Pratiquement une 50aine d'années que les services, que l'entreprise fonctionne. Ça veut dire que les besoins étaient là. Ça n'a pas pu être fermé. À chaque fois qu'on ferme pour des difficultés économiques, ça s'ouvre après. Parce qu'effectivement, vu seulement l'emploi que ça dégage, près de 1000 personnes qui sont utilisées dans l'entreprise, et que l'entreprise arrive à soutenir cet emploi, ces emplois donnés aux gens, ça veut dire que déjà le besoin est vraiment là, sur le plan social. Ce qu'on ne peut pas aller quand même sans la communauté. Nos produits étaient bien sollicités. On n'arrive même pas à satisfaire les commandes. Au niveau de l'eau de javel, on n'arrivait pas. Au niveau du vinaigre, on n'arrivait pas. Donc on avait même l'idée de créer, de renforcer les unités. Mais après le décès, les héritiers ne se sont pas entendus. C'est ça qui a posé le problème. C'est au niveau des héritiers. On ne s'est pas entendu et puis ça posait beaucoup de problèmes. C'est ce qui a même arrivé à la fermeture. L'entreprise a connu de sérieux problèmes parce qu'en fait, il faut se dire que l'entreprise vendait à un prix homologué le ciment, la production. C'était 20 000 francs la tonne. Donc disons que la crise elle a commencé avec d'abord la flambée des prix pétroliers qu'on a connue, parce que
Le mazout, c'est la consommation principale du four, qui est partie de 32 000 à 170 000 d'un coup. Il y a eu la flambée des prix pétroliers, il y a le gasoil qui a suivi le même rythme, ainsi de suite. Mais le problème, c'est que nous avons vendu le ciment au-dessous du prix de revient pendant 10 ans, parce que le prix était homologué, de 69 à 79. C'est ce qui a vraiment handicapé ensuite l'entreprise, la masse de l'entreprise. La capacité, c'est 50 000 tonnes. On a frôlé les 50 000 tonnes 2 fois, en 73 et en 75. On a fait 48 000. Et après, on est tombé jusqu'à 7 000 tonnes. Vous voyez ce que ça fait? C'est une alerte. Jusqu'à 7 000 tonnes, ça veut dire que depuis 1975, ça a commencé à percuter jusqu'en 1987. Et en 1987 est venue la privatisation et c'est passé à une main privée. Oui, c'est venu la privatisation et c'est passé à une main privée. Bon, maintenant, ce monsieur, l'acquéreur avait un cahier de charge, malheureusement, qui n'a pas été respecté, sinon les travailleurs ne seraient pas mis à la force. On retiendra dans un premier temps les facteurs, le coût des facteurs de production. Pour qu'une usine puisse marcher, évidemment, il faut de l'électricité. Nous en avons, heureusement, au Mali. Même si, histoire faisant, la Comatex a eu à travailler sans l'énergie du Mali. C'est seulement ces dernières années-là, dans les années 90, qu'elle a eu l'énergie. Elle avait ses propres groupes électrogènes. Vous imaginez uniquement que le coût de production est tellement élevé que ça plombe purement seulement tous les prix. Mais malgré qu'aujourd'hui il y a l'énergie du Mali, nous avons quand même des tarifs d'électricité qui sont relativement élevés. Nous sommes parmi les plus élevés de la région. Or, vous savez que les machines textiles sont vraiment des machines énergivores qui consomment beaucoup. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, il y a quand même la formation. Nous avons des travailleurs qui sont formés sur le tas, qui n'ont pas une compétence assez, j'allais dire, avérée. Il y a naturellement tout l'environnement aussi qui est là. Le fait que les usines asiatiques, en l'occurrence chinoises ou pakistanaises, envoient pratiquement le surplus de leur production au niveau des pays africains, ce sont des produits qui viennent et qui coûtent pratiquement 2 fois rien et qui peuvent être vendus à des opérateurs maliens à des prix défiant toute concurrence. Et dans certains cas, ces produits aussi rentrent sans peut-être payer les droits de porte. La mort d'une entreprise, c'est normal, parce qu'une entreprise, c'est comme un être vivant. Par rapport à l'héritage, bon, c'est vrai que les échelles de valeur ont changé, mais quand on prend une entreprise, il faut l'évaluer dans son contexte, dans son environnement. Et les premières entreprises que nous avions, c'était des entreprises effectivement qui étaient dans une option, le Mali lui-même était dans une option socialiste. Donc, vous avez la prédominance, sinon quasi-totalité des entreprises qui étaient des entreprises publiques. Donc l'État s'est donné les moyens effectivement d'assister, d'accompagner ces entreprises-là. Mais maintenant, à partir des années 70, nous avons changé de régime, et en ce sens que même le Code des investissements était favorable à l'ouverture au secteur privé. Donc les toutes premières entreprises privées sont nées, notamment les entreprises industrielles, et elles ont évolué effectivement dans un autre environnement. Et la différence est que la première vague, c'est-à-dire si j'ai dit de 60 à 70, et le système avec la politique de l'État et les autres éléments de cette politique étaient mis en place. Mais avec la seconde vague, il y a eu un défaut tantôt. Et c'est vrai que quand on regarde toutes ces entreprises, soit c'était la valorisation ou c'était l'import substitut. Donc à l'import substitut, il fallait effectivement mettre les choses en place.
et aller vers être visionnaire et que ces entreprises-là soient transformées vraiment en entreprises qui vont s'acquérir de la matière première sur place. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Et aujourd'hui, on constate qu'avec l'ouverture, puisque nous avons changé au fil du temps, les contextes ont changé. L'environnement, le Mali s'est engagé dans des programmes, sinon avec des regroupements qui tendent vers l'ouverture. Et de ce fait-là, ces entreprises vont avoir des difficultés. Et donc, par manque de compétitivité, elles sont, c'est-à-dire menacées sur le marché national. En tous les cas, quand une industrie meurt, c'est le désarroi, le déséquilibre de l'économie familiale et partant, l'angoisse s'installe tout autour. Il y a eu la qualification, les cadres, le potentiel humain qui était affecté à ces industries n'était pas un potentiel compétent. On était au début, il fallait tout faire. Par exemple, pour les transports, on disait pour avoir droit de conduire un camion croupe, aller à Abidjan, il fallait être d'abord membre du parti. Alors donc on donnait un permis à un individu à midi, et l'après-midi on lui donnait un véhicule, il a laissé casser les dents sur la route du Bamako ou Abidjan. Donc ça, on a fait un gaspillage. On a voulu faire tout concentrer sur l'engagement politique. Ça a été une grave erreur. L'économie et la politique, ce n'est pas des choses toujours très compatibles. Dans certains cas, l'espoir n'est pas vaincu. L'outil de production est surveillé des pilleurs en attendant la thérapie étatique. Les terres sont là. Maintenant, les moyens. Comment trouver les moyens? Je dirais que tous ceux qui ont passé dans le cadre de la location-gérance, si la République du Mali a pu quand même subventionner les exploiteurs étrangers qui sont venus prendre cette unité agro-industrielle en gestion, qu'est-ce qui empêche l'État malien de subventionner les mêmes travailleurs de cette unité pour faire marcher cette unité-là? Tous les ouvriers agro-industriels qui sont là, tout ouvrier qui n'a pas 20 ans, il a 25 ans, 30 ans, 35 ans de service dans une unité, non. Chaque ouvrier est un expert ici. Bonsoir. Ça va? Vous allez bien? Vous portez bien? Merci. Et vous-même? Ça va très bien. Merci. Asseyez-vous. Ça va? Moi, mon souhait, c'est que l'usine revienne. Il faudrait qu'on rétablisse l'usine, que l'usine revienne et que les gens puissent avoir de quoi manger, de quoi subvenir à leurs besoins. Quand on faisait sortir les déchets, bon, on les partageait. Quand on les partageait maintenant, tout le monde s'occupait de son usine, puisqu'on faisait appel aux femmes qui nous faisaient les savons. Bon, donc on les mettait dans les baignoires et on les transportait à Bamako. Des fois, on venait même nous acheter ça ici. Et les gens de Bougouni venaient de Bougouni pour venir nous acheter cela. Ça nous a permis vraiment, dans l'éducation, dans la famille, dans les dépenses de la famille, ça nous apportait beaucoup et on aidait nos maris financièrement. Et il paraît qu'aujourd'hui, socialement, que l'absence de la fermeture de l'usine a causé à la dislocation de beaucoup de familles et de foyers. Est-ce que vous confirmez? Bien sûr. Quand il n'y a pas, si le mari ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille, mais la femme s'en va. Quelques rares seulement restent. Parce que les hommes sont obligés de descendre au fleuve maintenant pour faire les extraits de sable, de gravier, ainsi de suite. C'est pénible, mais qu'est-ce que tu veux? Quelqu'un qui est habitué à l'usine, tu travailles là, dans les bureaux, bien dans les fabriques là, bon, vraiment, si tu te vois revenir dans le fleuve Niger,
Je veux dire, les graviers, c'est dur. Ne kɔni bɛ min fɛ hali bi yo sa an k'a lajɛ bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan usine k'a dɛmɛ k'a kɔrɔta a ka se ka marché i y'a faamuya usine a tɛ se ka taa kɔɔrikolo kɔ usine fo faamaw de k'a dɔn k'a fɔ jamana yɛrɛ de sinsin guloma don furudama min sara a kɔnɔ ala dɔrɔn de b'o hakɛ dɔn o kumana n'a fɔra k'a fɔ ko o mɔgɔw bɛ kɔnɔgɔn ni fɛn na fɛn min bɛ se k'a to usine bɛ taa ɲɛ ne bɛ ala deli o de la wa o kɛ n ka hakilina ye min ye faamaw ka jɛ ka réfléchir a kan u ka ɲɔgɔn faamu ka ɲininkali kɛ n'u y'a ɲininka fɛn o fɛn na an b'a jaabi d'u ma baara in kɔni a tɛ se ka ɲɛ cogo si la fo a ka bɛɛ ka n kelen ka nafa o ka bɔ a la ka jamana ka nafa de lajɛ o bɛna ka sɔrɔ ka baara ka kɛ n'o ye ni o kɔni ni n kelen ka nafa bɔra a la ka kɛ jamana ka nafa ye ni ala sɔnna a ma usine bɛ taa ɲɛ. Ne kɔni welekan min bɛ ne bolo ka se jamana ma ne ka miiriya la jamana in tun haju bɔra an na de sinon ni tun y'anw ka miiriya dugu in yɛrɛ ni siman ma se ka dilan gouvernement bɛ se k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye min bɛ nafa don gouvernement na ka nafa don population mais e yɛrɛ ka usine cité lajɛ kana taga usine cité dɔrɔn lajɛ 60 villas o bilalen bɛ ŋaɲan kɔnɔ tan sagaw ni baw ani saw ne bolo perte dɔ don dɛ gɛlɛya b'anw kan mais n'an y'a lajɛ fana ni gɛlɛya min b'an sanfɛ a bɛ dɔ fara an ka gɛlɛya kan dɛ finalement miiriya jugu kosɔn caman bɛ kan ka sa parce que n'a fɔra ko ni ɲɔgɔn wari investira jamana kan k'o fili i tɛ dan sɔrɔ a la quoi kalan na jamana kan an kɔni ma foyi faamu n'a tun bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye ni siman tɛ se ka dilan yan tugun u k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye min bɛ nafa ɲɛ gouvernement ye a bɛ nafa ɲɛ population ye fɛn caman b'o la a bɛ se ka kɛ ekɔliso ye a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye olu b'o lɔn ka tɛmɛ anw kan. L'une des conditions essentielles qui ont fait que l'ancienne cimenterie s'est arrêtée, c'est le transport de la matière première. Et le chemin de fer en son temps avait des problèmes pour l'écoulement des produits finis, ensuite pour l'approvisionnement en intrants ou bien en mazout ou bien en gasoil par rapport et les dirigeants d'époque avaient des problèmes pour l'écoulement de la quantité de ciment produite au sein de l'industrie. Mais ces atouts-là existent aujourd'hui. Il y a la route nationale 22 qui part de Caille jusqu'à Bafoulavé et qui peut amener le ciment en dehors du Mali et à l'intérieur du Mali sans problème. Donc la matière première aussi peut être transportée sans beaucoup de difficultés parce que la route existe. Ensuite, la ligne de haute tension qui amène l'énergie de Félou jusqu'à Bamako, ainsi de suite, la réalisation du barrage de Félou est un atout considérable pour la relance de la cimenterie. Moi, je pense qu'il faut d'abord une volonté politique. Il faut que le politique montre à suffisance quelles sont les potentialités de cette ancienne cimenterie, quelles sont les méthodes pour sa relance et avoir le courage d'entreprendre des activités dans ce sens-là. Du côté de Djamou, seules les cheminées imposantes encore dressées indiquent qu'ici une usine avait existé, en plus de cette épitaphe. Mi ne se Djamouya, ne tu me barake omnisport là, on le yenjo, ani erisiu. Estad barabade 67, erisiu tarane no fel na barake ya. 8 juin 67, ne tenye conducteur de gris, Il n'y a pas fait de sampler là, ne de ni be monter. Fenfe ni bi ikunkorda kama fele, izi no ngona de be monter. Nimbe duguma membe sabe naka gris, ni mo se kata ne de ni be monter. Ne. Il n'y a pas fait de izi ni ngona. Manan sigi ka izi ni ma fele. Aji to dona.
Rien que des souvenirs noirs. La première grande expérience de la privatisation à la malienne aura été ce résultat. Demain, la relance est possible pour beaucoup de ces entreprises industrielles, capables d'être des pourvoyeuses d'emplois et performantes à la fois. Mais à quelles conditions? Je crois que pour une industrie qui puisse vivre longtemps, d'abord, il faut être en règle. Il faut gérer l'entreprise par la transparence, par gouvernance. Et il faut savoir préserver une ambiance sociale apaisée. Il faut que la direction sache communiquer et dialoguer avec les travailleurs. L'ambiance sociale, l'aspect social est aussi important. Le dialogue entre la direction et les travailleurs est aussi important. Et puis la collaboration dans la franchise. Et puis il faut que le premier responsable de l'entreprise soit honnête, intègre, ne fait pas des choses incorrectes, quoi. Ça c'est un comportement de premier responsable très important, exemplaire pour la bonne gestion, pour la transparence, pour la bonne gouvernance. Les divisions là, on est là, je tiens bon, il faut que je tiens à côté les travailleurs, tout le monde travaille ensemble dans mon objectif pour surmonter les difficultés. Ce n'est pas l'affaire individuelle. La première, par exemple, c'est les titres fonciers du domaine des 400 hectares. Parce que les gens ont des visées sur le terrain, certains sont installés là-dessus. Ils disent qu'il faudrait qu'on ait le titre foncier pour pouvoir sécuriser les terres. Le deuxième point, c'est la réhabilitation du réseau d'irrigation. Parce que le réseau est un peu délabré. C'est des réseaux qui ont été installés depuis 1972. Donc il y a près de 40 ans que ces réseaux existent. Donc le problème se pose, qui va financer les travaux à exécuter au niveau du terrain. Et le troisième, c'est le bail amphithéotique. Avoir le bail pour l'ensemble, pour au moins sur 50 ans le domaine, ça nous permet d'éviter le paiement au niveau des domaines d'1 million par mois, soit 12 millions l'année. En profondeur, c'est des raisons politiques. Ça a été stoppé. Bon, mais aucun effort n'a été fait. Comme il prouve le contraire, aucun effort n'a été fait pour relancer ce secteur-là. Parce que, à problème politique, solution politique. Mais ils n'ont pas voulu s'engager. Bon, il y a eu un espoir. Lorsque la CAO est née, Comité des États de l'Afrique de l'Ouest, dont j'ai fut le directeur, d'ailleurs le premier directeur du bétail et de la viande. Mais nous étions toujours bloqués par les pays du Sud quant à nos exportations. C'est pour ne pas perdre cette valeur inestimable que nous avons. Nous sommes les plus riches en bétail jusqu'à présent, mais nous perdons de la matière, pas à cause des problèmes qu'on peut résoudre. Donc, ce que moi je reconnais, c'est que les jeunes qui reprennent leur courage à deux mains, mais qu'ils fassent vraiment beaucoup de lobbying auprès du gouvernement. Parce que la chose dépend du gouvernement. Qu'est-ce qui est envisagé? Il s'agit de détecter les faiblesses et les forces d'une entreprise, les menaces, les opportunités à saisir. Donc, une fois que ça s'est établi,
Et ensemble maintenant, les acteurs devaient convenir d'un plan, c'est-à-dire un plan de mise à niveau ou de restructuration. Donc c'est ce qui va permettre à l'entreprise de corriger ses faiblesses, de renforcer ses forces et maintenant s'attaquer au marché. Et en finalité, ça va rendre l'entreprise beaucoup plus compétitive. Autrement dit, ces corrections permettent de réduire le coût de production. Une fois que ce coût de production est réduit, notamment les charges au niveau des matières premières, au niveau de la consommation énergétique, et l'entreprise peut dire il y a un vent qui souffle et elle peut mieux vendre. Le renouveau du Mali passe par le respect des engagements des parties au contrat. Certaines de ces unités industrielles ont été privatisées ou en voie de l'être, comme l'usine de Djamou, l'abattoir frigorifique de Bamako et l'usine de thé Farako à Sikasso, entre autres. Apparemment, les attentes inscrites dans les cahiers de charges semblent être reléguées dans les fonds des archives. Et les engagements loin d'être pris en compte. Alors à ce sujet, que faut-il faire? On ne peut pas aller au-delà des termes du cahier des charges, au terme d'une convention ou de l'acte qui lie les deux parties. C'est-à-dire l'acquéreur et la partie cédante, je vais parler de l'État ici. Donc il y a des engagements qu'il faut respecter de part et d'autre. Mais si ce n'est pas fait, il y a effectivement des sanctions qui sont prévues. Et je pense qu'à ce niveau qu'il faut gérer. Donc chaque cas constitue un cas particulier. Donc lorsque vous avez des défaillances, et à savoir maintenant de quel côté, il faut corriger. Et c'est ce qui manque souvent. Et je pense que souvent aussi c'est la mobilité des cadres au niveau de l'administration d'État qui fait que nous ne pouvons pas suivre convenablement l'exécution de ces cahiers de charges-là. Souvent les premières personnes, sinon les premiers agents qui ont constitué une commission chargée du suivi, ils sont partis ailleurs et de telle sorte que ceux qui viennent n'en font pas vraiment, ne sont pas bien imprégnés du problème et de telle sorte que effectivement on va avoir des défaillances dans l'exécution. Et bon, mais je pense souvent que lorsqu'il y a la privatisation, généralement on est animé de part et d'autre de bonne volonté pour la réussite de la privatisation. Et on est confronté souvent on peut parler de cas de force majeure, là on ne peut rien. Mais lorsque de façon volontaire, on n'est pas allé dans le sens donné par les autorités, et moi je pense qu'il faut sanctionner, c'est-à-dire appliquer les termes du contrat, de la convention ou de l'acte qui a été signé à l'époque. La porte de sortie aujourd'hui, c'est au niveau des entreprises. Elles ont un défi à relever, les défis de l'emploi, les défis de la création de revenus pour les consommateurs, les défis pour l'État aussi de relever pour faire gagner l'État beaucoup plus de recettes pour faire face à ces engagements sociaux. Et donc, c'est par les entreprises également que vous avez une meilleure redistribution des revenus sur le plan national. Et donc, c'est un élément également qui permet de combattre la pauvreté dans nos pays. Dans une république, les délits d'initiés, les balles masquées et les bradages des patrimoines de l'État sont des pratiques inopérantes. Les fleurons d'hier sont devenus aujourd'hui des angoisses. Pour l'histoire, chacun doit livrer sa part de vérité afin d'aider à démêler les responsabilités, d'ici que la parole ne prenne son envol. Fadenw ɲɛlɛli la